politique. Derek Stoffel, lorsqu'on est sur le terrain et qu'il se passe quelque chose, vous disiez tout à l'heure, par exemple, le Hamas, c'est un client difficile. La direction palestinienne n'a pas toujours des rapports très sains avec la presse non plus. Alors, quand il faut prendre des décisions rapides, comment on fait pour éviter les pièges éthiques, pour ne pas devenir le porte-voix de n'importe qui, de ne pas devenir l'otage de leur point de vue parce que c'est là et ça se passe? I think experience is really a huge part of that. And I look back at, sort of literally my first day on the ground in the Middle East, got off the plane from Toronto, and there was a security incident, a terrorist incident along the Sinai border. And, knowing what I know now versus then, 7, 8 years, it really is, that just informs your reporting in terms of little things like when you're out shooting with the cameraman. A lot of women in the Middle East don't want to appear on camera. So rather in Canada, your cameraman just goes out and shoots everything and it's all fine. But we spend a lot of time, me and my cameraman have a good relationship that if we're going to make this, we want this woman to be in our piece, we'll go and talk. Often that means going to talk to her husband as well. It's learning the culture. It's learning that, some things, for example, what facts you can publish. There's no censorship, for example, with the Israelis. But again, when it comes to Hamas, we did a piece back during the last Gaza war in 2014, in which we happened to be very close to where they had fired off a couple of missiles that were fired at Israel, and we put that that was sort of the main pictures in our newscast, and 2 days later they were, they chastised. They didn't want those pictures out there. My producer, my cameraman has a relationship with them, but it is about the experience and relationships and in knowing the culture and all of those different things. And that becomes your ethics and morality as well. You don't maybe think about the latter things as much as you do, because there's the adrenaline is flowing. You want to get the good pictures, but the good thing about you might have that's a strange war to cover, because I could literally cover that war and then go home at the end of the night if you weren't staying in Gaza, and that's how this has all changed. But when you look at the technology, yes, you might have to do a live hit, but one of the things that I still think, and I think Mary-Eve would agree, at CBC, we still get time to think about what we do. It's not always, I look at some of my colleagues who do maybe work for CNN, they're on an endless cycle of 24-hour news hits, hitting at the top, maybe at the bottom. We have to do some of that for sure, but before I'm doing sort of my major pieces for radio and TV and digital for the night, I get to think. And in this day and age, that's a bit of a luxury, and one that I'm really glad that, to our bosses still allow us to have, and that's really critical. And not everyone gets that opportunity, unfortunately. Oui, je voyais Marie-Ève qui faisait oui de la tête. En même temps, c'est vrai que c'est un luxe qu'on n'a pas tout le temps, et la télévision étant ce qu'elle est, si on a les images, on est obligé d'en parler, et si on n'a pas les images, les gens vont dire pourquoi on met ça à l'antenne. Alors, il y a une sorte de tyrannie et qui dicte un peu, même si ce n'est pas sur un cycle de 24 heures, quoique dans votre cas, vous devez aussi alimenter une chaîne qui tourne 24 heures par jour, ça pose des problèmes de production. La machine en veut davantage. Oui, mais je pense que ce que Derek explique, c'est vrai que dans une journée de production, on a le temps de réfléchir à ce qu'on a filmé. Il y a des choses qu'on peut filmer nous-mêmes, puis après se poser la question quand vient le temps de faire le montage, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'on doit montrer ce genre de choses? Pas tant pour être l'outil, l'instrument d'un groupe ou d'un autre, mais même pour des considérations éthiques pour les téléspectateurs. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout montrer, de tout dire? On a quand même un peu de temps pour y réfléchir. Là où moi, je me questionne toujours, c'est quand on obtient du matériel qu'on n'a pas nous-mêmes filmé, et ça, on en a énormément. Maintenant, on parlait du terrorisme un peu plus tôt et de ces groupes qui outrepassent les journalistes pour faire leur propre production. Ça s'est calmé énormément, mais dans les premières années du groupe armé État islamique, par exemple, où il y avait ces productions ultra léchées de vidéos qui étaient essentiellement des vidéos de recrutement, de propagande, mais qui nous permettaient aussi de montrer un peu cet univers qui existait sans avoir accès au territoire qui était contrôlé par le groupe armé État islamique. Alors, à chaque fois qu'il y avait de la publication de ces nouvelles vidéos, souvent où on montrait des gens qui avaient été pris en otage, beaucoup de nos
nos collègues des journalistes. Ça pose des questions éthiques constamment. Est-ce qu'on se sert de ça? Dans quel contexte? Comment est-ce qu'on peut prendre ces images pour arriver à faire notre travail, mais sans se faire l'outil de propagande de ces groupes-là? Anna, est-ce qu'on en voit moins de ces images-là parce que les médias, de façon générale, ont fait leur examen de conscience en disant non, on ne va quand même pas utiliser les outils de propagande pour mettre ça en ondes, même si c'est pour décrier les actes terroristes? Can you just say that to me in English? Marie-Ève said that we seldom use now or see those pictures taken by the terrorist groups that were readily available to everybody and that were used a lot a few years back. We see them less today. Is it because we've thought about it and decided, no, we won't play this game? Oui, je crois que oui, mais l'autre chose qu'il faut dire, c'est que the 24-hour news cycle, toutes les pressions du 24 heures de news cycle donnent beaucoup de pression sur la sécurité des gens. Alors, il faut travailler avec les gens de sécurité, les gens pour faire les évaluations de risque robustes avant d'envoyer quelqu'un. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Si tu as rolling news tout le temps, si tu n'as pas beaucoup de temps de réfléchir, c'est even more important d'avoir un système robuste en place. Mais l'autre chose avec toutes ces pressions, c'est qu'il faut avoir un peu de temps pour réfléchir, pour to support your mental health, because avec toutes les pressions du social media et du 24 news cycle, ça te donne beaucoup de pression sur ta santé mentale. Et ça, c'est une des choses qui, it's really, the mental health of journalists is something that is really troubling us as an industry at the moment, is the pressure on journalists, because as Marie-Ève says, and Derek says, I think you're lucky. You have the time to reflect. Beaucoup de gens n'ont pas le temps pour réfléchir. Oui, mais en même temps, même si c'est une zone et des guerres où on peut rentrer à la maison le soir, ce que Derek disait tout à l'heure, Marie-Ève, je sais qu'il y a des collègues d'entre nous ici, des gens qu'on rencontre, nous, dans la rue, qui sont des consommateurs de notre information, donc qui voient vos reportages et qui se disent, mais comment font-ils, son caméraman et elle, comment font-ils pour dormir, pour être à peu près en santé? Elle a l'air parfois fatiguée encore que nous tous, oui, davantage. Mais comment faire pour rester sain d'esprit? Autrement dit, il y a des chirurgiens qui ont des mécanismes spéciaux pour se débrancher, pour dire « je ne suis pas en train de perdre quelqu'un, je suis en train de faire un travail mécanique ». Est-ce qu'il y a la même chose qui se passe dans le cerveau de la journaliste de terrain? Je pense que oui, c'est une couche de protection qu'il faut... En fait, il faut trouver un équilibre entre une empathie pour les gens que l'on voit sur le terrain, les entrevues qu'on fait, parce qu'il faut obtenir cette émotion-là. C'est une information, c'est important. Je pense qu'il y a une véritable communication, pas juste au niveau informationnel, mais émotionnel avec les gens qu'on rencontre. Mais en même temps, quand on est sur le terrain, je pense que Sylvain, avec qui je travaille, c'est la même chose. Quand il filme, il se concentre sur le travail qu'il y a à accomplir, que ce soit parce que c'est très dangereux ou parce que on assiste à des scènes très difficiles. Puis je pense que la clé après, c'est de pouvoir peut-être digérer tout ça. Le temps de réflexion, il est important pour savoir ce qu'on va dire dans nos reportages, mais cette pause-là, se donner le moment d'absorber. Et nous, on a de la chance parce qu'on est toujours ensemble, donc on peut en parler. Ça aide énormément à ventiler les événements d'une journée. Mais il faut se décrocher un peu, s'aménager du temps où ça ne nous envahit pas constamment. Prendre une distance, donc, des réseaux sociaux, peut-être aussi, parce qu'on peut toujours faire du service après-vente, le service client. Maintenant, on peut toujours en rajouter sur les médias sociaux, continuer d'interagir avec les téléspectateurs, ce qui est bien, mais il faut aussi s'aménager des périodes de temps où on n'est pas complètement baigné dans ce genre de choses. Pendant que vous parliez, Marie-Ève, je regardais la qualité de la salle qu'on a aujourd'hui, des gens très attentifs et très nombreux qui sont venus. J'ai envie de leur céder aussi la parole. Alors, si vous avez des questions, il y a 1 ou 2 microphones qui sont là. Vous pouvez les adresser à l'un ou l'autre de nos 4 invités. Je suis certain qu'ils se feront un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à le faire. Et s'il n'y en a pas, moi j'en ai plein d'autres questions. J'ai toujours un sac à questions avec moi. Mais je suis étonné qu'il n'y ait pas encore quelqu'un qui soit debout. Vous êtes intimidé?
C'est quand même quelque chose, ça, j'en reviens pas. Juste ajouter quelque oui, M. chose. Martoz. Moi, je pense que quelque chose qui me paraît extrêmement intéressant dans le journalisme, et ça s'est développé ces dernières années, c'est la notion qu'il faut pouvoir justifier devant le public pourquoi on a fait telle chose, tel choix. Pourquoi est-ce qu'on a publié telle vidéo ou pas. Pourquoi est-ce qu'on a pris des photos d'une vidéo, par exemple, de sévices, ou pourquoi est-ce qu'on l'a utilisé de telle ou telle manière. Je crois que c'est fondamental de pouvoir s'expliquer. Je pense que, par exemple, l'agence France-Presse a mis en place un système qui me paraît extrêmement intéressant. D'abord, ils ont un code de conduite qui est extrêmement clair sur toute une série de choses qui permettent à tout le monde dans l'agence d'être sur la même page. Est-ce qu'on publie un interview d'un terroriste ou pas? Comment, dans quelles conditions? Donc c'est très clair pour tout le monde. Et deuxièmement, ils ont ce merveilleux produit, si j'ose dire. Ce mot produit est un peu vulgaire pour parler de quelque chose qui est brillant en termes journalistiques, qui est le making-of, qui est cette série de papiers régulièrement alimentés par des correspondants, donc par des journalistes de la maison qui expliquent comment ils ont fait un reportage. C'est fabuleux. Et quand moi j'utilise ça avec mes étudiants en journalisme ou quand je fais des conférences face à une salle qui est en général plutôt méfiante à l'égard de la presse et que je leur lis des extraits, alors brusquement ils découvrent un autre monde du journalisme. Et je pense qu'une des conditions essentielles pour rétablir cette crédibilité qu'on a en grande partie perdue pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons. Moi j'accepte pas toutes les attaques dont on est la cible, mais je crois que c'est fondamental dans ce métier qui est de plus en plus, on est dans un monde de plus en plus complexe, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir expliquer clairement à son public pourquoi on a pris une décision. Peut-être que ce n'est pas la bonne décision, peut-être que ce n'est pas la décision que le public ou une partie du public majoritaire prendrait, mais on doit pouvoir l'expliquer. C'est essentiel, je pense, et ça permet de créer aussi une culture de discussion au sein de l'équipe et au sein des journalistes. Et je pense que la déontologie, c'est pas une série de normes, de commandements, c'est d'abord une culture de la réflexion et de la discussion partagée au sein d'une rédaction.